sais que les amis de la modération vont le présenter, mais je vous dis, c'est un Congolais qui sensibilise les Congolais pour savoir se prendre en charge, pour que nous sachions nous prendre en charge. Et ce message, je vais parler parce qu'on doit enregistrer pendant 1 heure. Donc je prendrai à peu près 10 à 15 minutes. Ça, 30 minutes, on va laisser question-réponse. Nous sommes une école, l'école est apolitique, nous faisons seulement l'analyse, quitte à nous de comprendre, parce que quand on est en train de nous apprendre, pour que nous puissions aider correctement notre pays. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront construire ce pays, c'est nous, et surtout avec vous. Monsieur Freddy, merci d'avoir accepté notre invitation et nous donner le message. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers élèves, bonjour. Je crois que le préfet a déjà donné les temps. Nous allons assister aujourd'hui à une conférence débat sur les élections en Afrique, quelles leçons tirer. Nous osons croire que ce thème n'est pas choisi au hasard. Notre pays traverse un moment charnière de son histoire. Et si vous suivez bien l'actualité de ces derniers jours, c'est camper sur les élections. Les élections, pourquoi les élections? Comment passer les élections? L'orateur qui va nous entretenir, c'est un habitué de la maison. Monsieur Freddy Mulumba, il est politologue, il est journaliste, il est aussi directeur du magazine Renaissance. Les élections, comme je le répète encore, et en démocratie, les élections constituent un point culminant de la traversée des hommes de la politique. Je vais vouloir vous demander de l'applaudir pour l'accueillir, puis nous allons commencer. Monsieur Freddy, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur les professeurs. Quand j'arrive ici, je retrouve ma jeunesse. Je suis passé aussi par l'école secondaire. J'ai fait les humanités commerciales dans un collège qu'on appelait Kojipidis au Kasaï occidental. Donc ça fait plus de 30-40 ans qu'on est passé par ici. Je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, on a fêté, c'est la journée africaine de la jeunesse. J'ai vu Madame Muyumba, qui est présidente de la jeunesse africaine, faire un discours. J'ai dit aussi une occasion qu'on m'a offerte ici de parler à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et si la jeunesse n'est pas bien préparée, il ne faut pas s'attendre à avoir un pays debout, un pays qui est développé. Ici, on va parler des élections en Afrique. Quelles leçons à tirer pour la jeunesse? Donc, je vais parler sur base de 3 points. Le premier point, à quoi servent les élections? Deuxième point, je vais vous prendre des cas pratiques des pays africains qui organisent des élections. Je préfère prendre des pays d'Afrique centrale, que vous connaissez quand même bien. Et puis à la fin, je vais tirer 2 leçons à retenir et 2 recommandations. Je ne voudrais pas vous donner la définition des élections. Je pense qu'aujourd'hui, avec Google, vous avez toutes les définitions.
Ici, on va entamer une discussion pour qu'on se comprenne mutuellement. À quoi servent les élections? Normalement, les élections servent à sélectionner les leaders d'image générale. Si ce sont des élections politiques, c'est pour sélectionner ceux qui vont diriger l'État ou les affaires publiques pour les biens de la communauté. Mais on constate en Afrique depuis 60, et quand il y a élection, généralement c'est la guerre civile, ce sont des contestations, les pays tombent dans un chaos. Je vais vous prendre à peu près 11 pays africains. Pour le Congo, on fera les débats parce que vous avez vécu, ceux qui étaient encore peut-être jeunes, ont vu les élections en 2011. Le premier cas, c'est Congo-Brazzaville, à côté de nous. Les élections sont passées, je pense, c'est que l'année, oui, le 20 mars de cette année. Vous avez vu, il y avait l'opposition et le pouvoir. Ils sont affrontés. Le président Sassou Nguesso a revu la Constitution, ils sont partis au référendum. Après l'élection, l'opposition a contesté. Et la plupart des gens qui ont contesté sont en prison aujourd'hui. Bilan 40 à 30 morts. Ça, je vous donne des faits avant de faire une analyse. Angola, à côté de nous, il n'y a pas longtemps il y a l'élection, le système était différent. À Brazzaville, c'est le système presque français où vous avez le pouvoir de l'opposition qui se battent pour le poste de la présidence de la République. En Angola, ce n'est pas le cas. Selon leur constitution, celui qui gagne les élections législatives, c'est lui qui est président. Donc on a eu un chef d'État qui est actuellement en Angola. Mais malgré tout ça, l'opposition a contesté. Heureusement qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts. Troisième cas, Centrafrique. Un chaos après que les rebelles aient pris le pouvoir à Bangui. Les Nations Unies et les autres, la soi-disant communauté internationale, ont organisé des élections. Il y a un chef d'État. Résultat, il y a eu moins de contestations bien entendu, mais les 3/4 du pays restent contrôlés par les rebelles. Donc le pouvoir se trouve seulement à Bangui. Quatrième cas, c'est le Gabon. Il y a eu élection. Monsieur le président Bongo avait gagné, mais son adversaire, l'ancien Jean Ping, a contesté. Avant même qu'on déclare, qu'on donne les résultats, Jean Ping s'est déjà proclamé président élu. Il y a eu affrontement, beaucoup de morts, on a même brûlé le Parlement. Et jusqu'aujourd'hui, le Gabon est dans l'instabilité. Vous avez eu la Zambie, le 5e cas. Il y a eu élection, le président a gagné, mais l'opposition a contesté. Pas beaucoup de morts, ils sont passés quand même dans le calme. Vous avez la Tanzanie. Il y a eu élection, le président proclamé, mais les rivales rejettent les résultats. Il ne reconnaît pas les résultats qu'on a, que leur CENI a donné. Vous avez les Rwandais. Paul Kagame a été élu avec 98%. Donc on peut dire le score à la soviétique, parce qu'il n'avait pas tellement un candidat en face de lui, mais il n'y a pas eu contestation.
pour Kagame règne en maître sur Kigali. Vous avez le Burundi. Il y a eu élection, le chef de l'État avait modifié la constitution, il a été réélu président. Mais le problème, après l'élection, contestation, ils sont presque en guerre civile. Vous avez l'Ouganda, avec Yoweri Museveni, président, il a été réélu aussi dans son pays. Après ça, affrontement, l'opposant n'a pas reconnu les résultats, il est dans la contestation et très souvent on demande toujours à la population d'aller dans la rue. Bilan, il y a toujours des morts et parmi ces morts, c'est toujours la jeunesse qui paye, qui est victime. Vous avez le Sud-Soudan. Là, je pense que les élections vont se passer en 2018. Mais déjà, il y a l'ancien président, les présidents et les vice-présidents qui sont en guerre. Parce que quand on a coupé le Soudan, on disait que les Noirs étaient maltraités par les Arabes, qui étaient islamistes. Et on a parlé des chrétiens contre les musulmans, des Noirs qui étaient maltraités. Maintenant, les Noirs se retrouvaient seuls au Sud-Soudan, le Soudan était coupé. Ils sont en pleine guerre. Mais malgré la guerre, on vous dit qu'il faut aller aux élections en 2018. Vous avez les Kenyans, c'est récent. Il y a eu d'abord élection. L'opposant Odinga a contesté. Il a introduit son recours à la Cour suprême. La Cour suprême a invalidé les résultats. On a demandé dans 2 mois de repartir encore aux urnes. Coup de théâtre, l'opposant Odinga refuse de se présenter comme candidat. Il dit non, il faut qu'on puisse revoir les systèmes, leur CENI, donc l'Institut qui organise les élections au Kenya. Comme d'habitude, les résultats, beaucoup de morts. Et l'opposant Odinga n'a pas reconnu les pouvoirs de Kenyatta. Il demande au peuple d'aller dans la rue. Ça, c'est les 11 cas que je vous donne, peut-être que vous pouvez vérifier sur Internet pour vous documenter. Maintenant, quelles leçons à tirer pour la jeunesse? Quand vous regardez plus près, les victimes sont des jeunes. Et chaque fois, après l'élection, qu'il y a contestation, les hommes politiques lancent le mot d'ordre, demandent à la jeunesse d'aller dans la rue pour affronter les forces de l'ordre. Quand vous regardez de plus près, il y a toujours des morts, mais c'est rare d'entendre qu'on a tué les hommes politiques ou bien les politiciens. Donc ce sont les civils qui sont victimes, et surtout la jeunesse. Deuxième leçon. Et quand il y a des conflits post-électoraux, il y a contestation, ça paralyse d'abord l'État. Et pour votre cas, ça paralyse les écoles et les universités. Le résultat, on hypothèque l'avenir du pays qui est la jeunesse. 2 recommandations. La première recommandation, je demande à vous jeunes d'être lucides et vigilants. Et de refuser quand les politiciens donnent des mots d'ordre. Ils ne le font pas pour vous, ils le font pour eux-mêmes. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils ignorent tout.
les résultats est là. Je pense que les cas de notre pays peuvent vous aider. La plupart des députés qui ont été élus en 2011, trop peu reconnaissent encore leur passion. Et généralement, beaucoup n'ont pas de programme. Et là, c'est pour vous donner un cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu en Côte d'Ivoire des élections présidentielles. Ceux qui suivent les informations savent qu'il y avait l'affrontement entre les troupes de Gbagbo et Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, le pays est instable. Il n'y a pas de stabilité malgré les déclarations des politiciens à la télévision et de la soi-disant communauté internationale. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, un jour je prends un taxi. C'est un quartier que je ne connais pas. Je demande au taximène, je lui dis, tu vas déposer telle part. On a écrit, par exemple, école catholique telle. C'est l'exemple que je prends. Les taximens, on vient avec lui, il regarde, mais il ne sait pas lire. Un jeune garçon, je pose la question. Pourquoi tu n'as pas étudié? Il me dit, ça fait 10 ans, depuis 2002, quand Gbagbo est en conflit avec Soros, donc entre le nord et le sud, avec des déplacements de population, les enfants n'ont pas étudié. Pendant 10 ans, à cause des carrières politiques. Aujourd'hui, les pouvoirs, les gouvernements de Ouattara fait un effort pour que les enfants reprennent encore à étudier à un âge avancé. Ça, c'est pour vous donner les conséquences, très souvent, que les politiciens ignorent. Deuxième recommandation, c'est pour vous, les jeunes, vous devez apprendre, si vous voulez élire quelqu'un, voter quelqu'un, demandez son programme. Vous voulez être député, être président, être commissaire des ordres, commissaire de la commune, être bourgmestre de la commune, être qui est encore gouverneur. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les pays et pour nous les jeunes? Parce que généralement, les politiciens viennent vous parler, mais ils n'ont aucun projet. Donc c'est à vous de réclamer aux politiciens, à la classe politique, de vous donner ce qu'ils comptent faire pour les pays et pour votre avenir. Parce que si vous votez des politiciens, ou des hommes politiques, qui n'ont pas une vision à long terme du pays, c'est votre avenir qui est sacrifié. Donc, il faut rester vigilant, il faut voter utile, ne pas voter par rapport à la tribu, par rapport à la religion, mais voter pour des candidats qui vous présentent de projets. Quand les projets ne sont pas très clairs, il ne faut pas voter pour eux. C'est comme ça que vous pouvez préparer votre avenir, parce que tout le monde est passé par là. D'ici 10 ans, vous aurez peut-être 30 ans, et si rien n'est préparé pour vous, beaucoup seront des chômeurs. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui. Donc vous avez intérêt à exiger aux politiciens des programmes. Pour les restes, je pense qu'on va essayer de discuter entre nous, et je vous demanderai de rester libre. Poser toutes les questions, c'est capital, parce que nous devons savoir que pense la jeunesse sur les élections. Je vous remercie. L'orateur du jour a parlé des 3 points essentiels. Le premier point, à quoi servent les élections? Le deuxième point, il a pris les cas de l'Afrique centrale sur les élections. Et en dernier lieu, il y avait quelles leçons tirées et quelques recommandations. Au premier point, il a dit que
les élections servent à sélectionner les leaders, donc ceux qui sont appelés à diriger, à conduire la nation, doivent passer par les élections élues par le peuple. On leur donne un mandat pour servir la nation. Mais le constat est vraiment amer en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. On a constaté que dans nos 9 pays limitrophes, et si on peut étendre à 11 pays, on remarque toujours qu'après les élections, c'est les chaos. On a cité les cas du Congo-Brazzaville, de l'Angola, Centrafrique, Gabon, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Sud-Soudan et le Kenya. Donc, dans tous ces pays, il y a eu quand même des élections, sauf peut-être au Sud-Soudan, où les élections auront lieu en 2018. Mais dans les 10 précités, il y a eu des élections. Mais après les élections, il y a un chaos. Il y a des morts qu'on déplore. Et la jeunesse est vraiment ciblée dans ces morts. Parce que les leaders politiques, après les élections, appellent les jeunes à manifester pour contester les élections. Et ce sont plus des jeunes qui sont tués qu'elles sont tirées. La jeunesse est victime de ces manipulations des politiciens. Puis il y a une paralysie totale après ces élections. On les constate au Gabon, que ce soit dans d'autres pays qu'il a cités. On constate qu'après les élections, même si les pays semblent marcher, mais la donne politique n'est pas au rendez-vous. Alors, parmi les recommandations, l'orateur demande à ce que le jeune soit lucide et vigilant. Il ne faut pas tomber dans les manipulations des politiciens. Il a cité les cas de Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans, beaucoup de jeunes ne sont plus allés à l'école à cause de ce qu'il y a. D'où, il vous recommande que lorsqu'il y a des élections, il faut que vous demandiez les programmes de chaque candidat. Ne votez pas un candidat sur base de vos accointances religieuses, socio-ethniques ou je ne sais quoi culturel. Mais demandez d'abord le programme du candidat, suivez son projet de société et si vous êtes convaincu par son projet de société, vous pouvez alors le voter. Donc voilà un peu les économies ou l'économie de la conférence ou de l'exposé de M. Freddy Mulumba. Alors tout de suite, nous allons passer par le jeu de questions-réponses. Il a demandé à ce que vous soyez libre d'esprit. Donc vous venez, vous prenez le micro, vous vous présentez et vous posez tout droit la question. N'allez pas par 4 chemins. Donc présentez-vous et posez la question. Le micro est à vous. Je veux seulement relever un problème. L'électoralisme en Afrique, quelque part, nous les Africains, comme intellectuels, nous devons faire ce qu'on appelle l'archéologie des idéologies en Afrique. On nous a importé le capitalisme. Dites-moi quel est ce pays africain qui est le plus développé aujourd'hui. Alors que la Chine, l'Inde, l'Indonésie ont acquis leur indépendance après nous. Et peut-être l'Indonésie en 1955 avec nous, mais aujourd'hui vous n'allez pas comparer un pays africain avec l'Indonésie. Alors là aussi, nous devons faire des débats comme historiens, comme philosophes et comme intellectuels africains. Le gros problème que nous avons au Congo, c'est lequel? L'autoflagellation des Congolais. Les Congolais, nous avons une conscience extravertie. Nous croyons que les autres sont plus mieux que nous. Je prends un cas. Le printemps arabe. Le printemps arabe a apporté quoi? Puis chez la Tunisie, je viens d'être en Tunisie lors du match de l'équipe nationale, mais dans l'hôtel, nous étions surveillés par des commandos. Alors que tout le monde croyait qu'après le départ de ce président-là, la Tunisie va changer. L'Égypte, le départ de Saddam Hussein.
la Syrie aujourd'hui. Et Trump lui-même vient de reconnaître ça à la télévision en disant que nous avons armé des rebelles. Nous avons déstabilisé la Syrie, nous avons déstabilisé la Libye. Et qu'est-ce que nous avons maintenant en conséquence? Voilà pour moi, pardon pour ça. C'est là où je descends. C'est là où je descends. Moi, ça c'est j'ai toujours cherché à vous rencontrer. Et c'est l'occasion. Il y a vous, il y a Prof Kabongo. Et je crois que Loaka, s'il y aurait moyen de créer un institut panafricain ici à Kinshasa où vous allez récolter tous les intellectuels et nous allons chercher à peaufiner des stratégies pour le développement et l'indépendance de l'Afrique. Voilà ma préoccupation. Je vous ai suivi la première fois, comme j'étais venu pour le premier débat. Je crois que j'ai partagé quelques idées avec vous à la sortie. Et aujourd'hui, je vous suis en prenant les mauvais exemples. Au lieu de faire d'abord le contour de tous les pays. Donc, votre échantillon sur lequel vous êtes basé, c'est un échantillon qui n'est pas représentatif. Deuxièmement, il y a de bons exemples en Afrique. Vous vous dites que vous étiez en Côte d'Ivoire, oui. Moi, j'ai passé aussi quelques temps en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'ai vu que la Côte d'Ivoire, c'est parmi les pays qui aujourd'hui ont le taux de scolarisation quand même plus élevé que chez nous. Donc, ça signifie que ne prenez pas toujours de mauvais exemples. Là, vous êtes en train d'agiter la peur, M. Freddy. Si cette jeunesse n'est pas responsable de son avenir, mais qui va arranger l'avenir pour cette jeunesse? M. Freddy. Mais dans tous les pays, dans toutes les révolutions, mais c'est la jeunesse qui prend les choses en main. Et bien comment vous êtes en train d'agiter la peur auprès de ces jeunes gens? Est-ce que c'est Freddy demain qui sera le Premier ministre pour changer le sort de ce pays? Je ne pense pas. Donc je crois que dans le prochain débat, tâchez de revoir les choses. Prenez l'échantillon, et du bon et du mauvais côté, et surtout, planchez sur les bons exemples. Parce que nous devons suivre ce qui est bien, pas le mal. Comme vous pensez de l'autre côté où il y a le mal. Non. Donc je crois que mon observation était celle-là. Ce que vous avez dit sur l'ascendance des Occidentaux, leur puissance ou hyperpuissance sur nos pays africains, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je partage ce point de vue-là. Mais ici, nous parlons élection aujourd'hui. Là, nous parlons élection. Vous avez défini le mot élection comme ceci. Il y a aussi une phrase que vous avez dite là, qu'on est mature à 5 ans, 7 ans. Après l'indépendance, on est plus que mature. Ça, c'est déjà le 3e âge qu'on tutoie. Donc, on est plus que mature. Alors, vous avez parlé des élections sous ces mots que c'est sélectionné. Non, j'observe d'abord, je poserai ma question après. Sélectionné. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut aussi ajouter que les élections servent à l'alternance. C'est là où que moi je vous attendais. Le problème des élections, c'est un problème d'homme. Je pense que notre système est obsolète, désuet. Qui veut le chaos? Qui veut le chaos? Je suis l'élève Nzele Gisema de la 6e littéraire. Nous avons suivi M. Freddy, il a parlé. Et ma question est celle-ci. Vous avez interdit à nous, le jeune, de passer à la rue, de manifester. Mais comment arriverons-nous, vous étant que journaliste, qu'est-ce que vous nous proposez pour que nous puissions enfin nous retrouver? Parce que nous avons besoin des élections. Quel est le moyen que vous mettez en place pour que nous sortions?
Je réponds au nom de l'élève Nambonga, de la 6e littéraire. Ma question est la suivante. Face aux manœuvres de nos dirigeants pour les élections, que devons-nous faire en tant que nouveaux citoyens du pays? Merci beaucoup. Je suis l'élève L'Homme de la 6e commerciale A. Ma préoccupation est celle-ci. Pourquoi l'opposition de chaque pouvoir du pays africain conteste toujours la majorité après avoir passé aux élections? Et selon mon opinion, la jeunesse sera toujours victime de tous les désordres politiques jusqu'à ce que les choses vont s'arranger ou jusqu'à ce qu'il y aura une bonne organisation sur tous les plans et non seulement du point de vue élection. Et ensuite, les leaders politiques peuvent avoir de bons projets pour un pays, mais quand ils vont arriver à cette place, ils changent la vie et mettent le pays en difficulté. En bref, les leaders politiques ne tiennent pas leurs promesses. Merci. Je suis élève Kingé de la 6e année scientifique. Ma question est la suivante. Pourquoi les élections africaines sont truquées et contestées après la sortie des résultats du jour? Je voulais juste demander, je vis les professeurs poser des questions. En bref, nous les jeunes Congolais, que devons-nous retenir les vraies leçons, que devons-nous tirer à propos des élections en RDC? Comme leçon. Répondons de Bianc Ipongo de la 6e commerciale B. Monsieur, vous venez de dire que nous devons apprendre à demander le programme de celui que nous voulons élire, ou soit qu'est-ce qu'il compte faire après être élu. Mais pendant la propagande, les gens qui veulent prendre le pouvoir, si vous leur demandez leur avis, ils diront que non, je vais construire les routes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais après être élus, ils ne font rien du tout. Ils comptent faire leurs intérêts personnels au lieu de faire l'intérêt communautaire. Mais ma question est celle-ci. Quelle conclusion devons-nous tirer pour faire terme à cette situation? Parce que au Congo, vraiment, ça ne va pas. Oui, je réponds d'abord à notre frère pour l'Institut panafricain. Il faut dire qu'il y a un déficit total ici. Dans les débats des élites congolaises, l'Afrique est absente. Pourquoi l'Afrique est absente? C'est parce qu'on n'a pas appris l'histoire de l'Afrique. Même pas du Congo, on ne connaît rien. On n'a pas une conscience historique. Pour ceux qui connaissent Franck Fanon, Mobutu répétait toujours cette phrase. Le Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve où? Ça suffit quoi? Le rêve congolais est le même que le rêve africain. Si le Congo est stable, je pense que l'Afrique est debout. C'est ça le message qu'il faut parler à nos frères intellectuels congolais. Il faut placer le Congo dans l'Afrique. L'Afrique, c'est le Congo, c'est capital. Concernant l'échantillon de notre professeur, je pense que j'ai très bien parlé et j'ai bien dit, j'ai pris ce qui se passe en Afrique centrale. Et j'ai pris le cas de Kenya, c'est l'Afrique de l'Ouest. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, professeur. Moi, je passe mes temps dans des quartiers pauvres. La Côte d'Ivoire est recolonisée. Vous avez une petite élite bourgeoise qui est à Abidjan, dans la grande ville, au plateau, à Cocody. Cette petite élite bourgeoise vit comme des blancs. Et la masse est dans la pauvreté. Les discours contiennent ici, je dis, allez à Abobo et à Yopougon, allez voir ce qui se passe. Je ne parle pas au hasard, j'ai vu ça en dehors de mes lectures. Et ça me fait toujours mal. Et je parle à mes amis et frères ivoiriens. Les élections que vous avez faites, ça donne comme résultat
la recolonisation. L'image qu'on donne que la Côte d'Ivoire est émergente, elle est fausse. La Côte d'Ivoire est entrée dans une spirale de la dette. Elle commence à s'endetter pour rembourser la dette. Le mirage est tombé. Dans 2 ou 3 ans, je pense qu'on peut se parler. Ce sont des informations qui sont vérifiables. Je pense que Google peut nous aider. Celui qui parle que j'agite la peur, je n'agite pas la peur. Je pense que quand on est intellectuel, il faut aller à contre-courant. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour nous. On le fait pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Les historiens, imaginez-vous en 1960, toute l'opinion manipulée par l'Occident, et la Belgique en particulier, les élites corrompues, ont tué Lumumba. Qu'est-ce que Lumumba avait fait? Quand je vous parle de cela, c'est pour vous faire comprendre la dimension géopolitique. Ceux qui parlent de l'alternance ici, élection, si demain la 3e guerre mondiale éclate, on va faire les élections où? Nulle part. Je pense qu'en tant qu'intellectuel, il faut engager un débat sans prix, sans parti pris. Les drames, nous nous comportons comme des politiciens et c'est dangereux. À un moment donné de l'histoire, il faut qu'il y ait des élites qui peuvent dire le contraire. C'est capital. Les gens qui sont contents des élections, je vous ai parlé de la Centrafrique. La Centrafrique est là, il y a eu l'alternance. Il y a 12 000 casques bleus. Les 3 quarts du pays est occupé par les rebelles, malgré les élections. Est-ce qu'on a résolu la crise centrafricaine? Tout ça parce qu'on ignore la dimension géopolitique. Le monde est en mutation. Le capitalisme connaît une mutation sans précédent. Le centre du monde a changé de camp. L'Occident n'est plus le centre du monde. Le centre du monde, c'est vers la Chine, l'Asie, ce qu'on appelle Eurasie. Nous perdons notre temps. Nous réfléchissons avec des grilles de lecture de la guerre froide. Faisons un effort de nous informer davantage. Et c'est capital. On ne dit pas qu'on a le monopole de la vérité. C'est mon point de vue. Nous devons en discuter. Je ne suis pas un politicien. Mais il faut prendre rendez-vous avec l'histoire. C'est capital pour nos jeunes gens. Moi, quand je vois 20 ans, je dis 20 ans, de crise au Congo, nos enfants ici, c'est bien. Ils donnent cours, vous donnez cours. Quand ils partent en Europe, le niveau est bas. Pensez-vous qu'en allant aux élections, vous avez ces questions? Non. Les élections, ça ne peut pas résoudre la crise. La crise que nous traversons, nous, c'est à 2 niveaux. Je préfère parler au professeur historien qui me parle de la science. Je lui recommande les livres de Crawford Young. C'est encore en anglais. Crawford Young avec Tomato Turner, ce sont les Américains. Ils ont publié en 1984 The Rise and Decline of the United States, la montée et le déclin de l'État zaïrois construit par Mobutu. Si les profs me parlent de la science, qu'ils lisent les livres là, qu'ils comprennent pourquoi nous sommes en difficulté, pourquoi les élections ne sont pas une solution à la crise congolaise. Ce qui est important ici, c'est construire l'État. C'est capital. Sans État, vous pouvez aller aux élections, vous perdez votre temps. Vous pouvez avoir fait des élections ici, vous proclamez président, demain, il y a une rébellion, on vous balaye. Donc si vous n'avez pas d'armée, vous perdez votre temps. Même si vous êtes élu, il n'y a pas d'administration. Vous devez travailler où? En sciences politiques, ce qui est important, c'est reconstruire l'État et puis choisir ceux qui vont gérer l'État. On ne peut pas faire le contraire. Les cas d'autres pays, l'État que Mobutu a construit, c'est désintégré. Il n'y a plus rien.
Nous devons faire beaucoup d'attention pour penser à reconstruire l'État d'abord. On a fait des élections, 2006, 2011. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a des députés qui votent des lois. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que ça, c'est le travail des intellectuels. Ça demande, il faut prendre un peu de recul, dépassionner les débats, dépassionnaliser la question politique. C'est mon point de vue que je donne. Je ne fais pas plaisir, pardon, je ne fais pas peur, je n'agite pas la peur. Professeur, retenez. Ça, c'est pour l'histoire. Nous faisons mal ces élections. Le Congo implose. Je l'ai dit. Pour qu'un jour, même après 50 ans, que l'histoire sache, il y avait des gens qui avaient vu loin. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas un politicien. Je ne cherche pas un poste. Je pense à la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Le monde est trop violent. On nous construit des faux débats. Et nous perdons notre temps à discuter alors que les autres construisent leurs économies. Nous faisons du bruit ici. On s'en fout. Mais il faut que les élites prennent un peu du recul. Ils se comportent comme des politiciens. C'est dangereux. C'est mon point de vue que je donne. Tu as le tien. On se respecte. Nous pouvons discuter. Personne n'a le monopole de la vérité. La question des problèmes d'hommes et de qualité. Ça, c'est vrai. Je pense que quand vous faites un peu l'analyse de notre classe politique, ça, le problème, il est composé de 3 couches. Ces 3 couches, vous avez d'abord les anciens évolués qui étaient à l'école coloniale, qui ont appris à servir l'ancien pays colonisateur. Ce qu'on appelle donc la première république avec les Mobutu. Vous avez la deuxième couche. Ce sont des Mobutistes, des jouisseurs qui ont trouvé ce que la Révolution avait donné, ils ont tout consommé. Vous avez la troisième catégorie, ce qu'on peut appeler ici les conglomérats d'aventuriers. Ceux qui sont venus avec la FDEL. Ce sont des élites mondialistes. Ils sont venus ici pour donner le Congo au capitalisme international prédateur. Mais ce qui est frappant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, il y a 3 pays qui vous réclament les élections, qui insistent. Vous avez l'Amérique, l'Europe, la Belgique, bien entendu. Faisons l'histoire immédiate. Qui ont fait la guerre à l'est de la FDEL. Aujourd'hui, les documents nous le montrent. Tout a été monté à Arkansas, chez Bill Clinton. L'objectif poursuivi, c'était les contrôles de matières premières. Ils ont réussi, mais nous est à corriger. Je pense que notre crise actuelle est liée, jusqu'à présent, l'Occident n'est pas parvenu à nous contrôler. Il faut qu'on soit lucide et rigoureux. Donc, c'est mon point de vue que je donne. Je ne veux pas dire que j'ai le monopole de la vérité. Quelles sont les sorties pour la crise? L'étudiant, l'élève qui me demande. Je pense qu'il faudrait que les Congolais soient eux-mêmes. Ça signifie qu'un peuple conscient, qui a une conscience historique. Nous commettons les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Quand vous regardez de plus près aujourd'hui, ce qui s'est passé ici, ça s'est passé du temps de Mobutu. Curieusement, ce sont les mêmes acteurs. C'est toujours la même communauté internationale. Et vous connaissez l'objectif, parce qu'il y a des gens qui doutent ici. J'étais à Washington, au département d'État américain, pour ceux qui doutent de l'implosion du Congo. Malheureusement, je n'ai pas amené le journal là que j'ai publié le document. Une dame qu'on appelle Catherine, vous pouvez aller à l'ambassade américaine vérifier, elle était en charge de l'économie. Catherine, après avoir parlé de la bancarisation, elle m'a pris de côté. Elle me dit ceci: Monsieur Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas les élites émerger. Ça vient. J'étais au département d'État. Parce qu'ici, on est en train de minimiser, parce que nous passons tout notre temps à se chamailler
parce qu'il faut accéder au pouvoir pour manger. Mais on ne voit pas les dangers qui guettent notre pays. Nous qui sommes au centre des informations, on prend ce courage de vous le dire. Je peux dire, beaucoup de gens me disent, oh, tu n'as plus populaire. Moi, je n'ai pas besoin de la popularité parce que je ne suis pas un politicien, je ne serai pas candidat. L'intellectuel est là pour donner l'information. Et c'est capital. Deuxième élément, pourquoi il y a des contestations après l'élection. Vous savez, dans notre imaginaire collectif ici, faire la politique, c'est manger. Et si tu es écarté de la mangeoire, mais c'est la mort. Donc, ou bien, ceux qui sont au pouvoir quittent, vous entrez, ou bien vous entrez pour manger. Parce que réellement, les gens faisaient la politique, on devrait régler les conflits. Ça fait la politique. Il y a des conflits, des pouvoirs, vous négociez, vous trouvez un compromis. Et ce compromis politique permet à ce que les sociétés vivent en paix. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des extrêmes. Ça prouve que l'école occidentale nous a tués. Nous pensons, nous réfléchissons, nous agissons par procuration. Regardons nos discours. On ne reproduit que les penseurs des autres. Ce que les Américains ont dit. Et là, quelquefois, j'ai dit ce que le Muzungu a dit. Vous voyez un peu, quand vous demandez aux gens, Muzungu anasema, Muzungu Mungu, c'est le blanc qui est plus fort, c'est le blanc qui a raison. Donc cet héritage colonial est resté jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faut changer les paradigmes. Ça, c'est le travail des penseurs. Ils doivent produire une pensée congolaise, africaine, pour permettre à ce qu'on résolve nos crises. Ce n'est pas normal, après 20 ans, qu'on fasse sur place. Donc, il y a l'absence de la pensée. Et les politiciens se sont autoproclamés penseurs. D'où la confusion. Donc, il faut prendre du recul. Chacun peut avoir son point de vue et faire un débat de fond. Normalement, ces débats se devraient faire à l'université, ce n'est pas le cas. Quand vous demandez aux gens pourquoi ça ne marche pas, ah, vous savez, il n'y a pas d'alternance. Ah, vous savez, il n'y a pas d'élection. Ah, vous savez, il n'y a pas de droit de l'homme. Tout est construction. Il y a des pays où il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas d'élection, ça marche. Et nous qui faisons des élections chaque jour, nous qui aimons les élections, le pays est où? Ça, c'est une interrogation. Le pourquoi on tourne en rond, c'est capital. Ce n'est pas les politiciens qui peuvent poser la question. C'est l'intellectuel, les penseurs, les chercheurs, c'est l'universitaire. Or, notre université pose des problèmes. L'université est malade parce que la société est aussi malade. Nous sommes une société en crise. Nous devons beaucoup réfléchir pour éviter les pires à notre pays et les pires à l'Afrique. Nous devons apprendre à beaucoup lire. Nous, d'habitude, à Kinshasa, au Congo, nous faisons discussion sans avoir l'information. Faisons un effort, chacun peut avoir son point de vue, chacun peut avoir lu d'autres ouvrages et donner son avis. Parce que l'objectif ici, que ce soit le pour ou le contre, c'est arriver à ce que ce pays soit stable. Ce n'est pas normal qu'on soit très riche, un grand pays comme le nôtre, qu'on soit dans ces conditions. Et quand vous posez la question aux gens, oh, il n'y a pas d'alternance. Mais c'est une erreur d'analyse. Faites une analyse marxiste. Vous allez comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes victimes d'un capitalisme prédateur occidental depuis 1885. Vous qui êtes intellectuels, revoyez les paradigmes qui ont été mis en place par les penseurs européens en 1885. Là où on nous a mis dans une nasse. Nous pensons que nos problèmes doivent être résolus à l'extérieur et nous acceptons que les étrangers viennent nous diriger. Donc il y a un travail à faire pour changer de paradigme, pour déconstruire tout ce que l'Occident nous a mis dans notre tête. Nous réfléchissons par procuration. Nous devons commencer à réfléchir notre société. Nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Mais curieusement, on est content quand les problèmes perdurent. Ça profite à qui? C'est le peuple qui souffre. Quand on fait la politique pour rendre le peuple heureux, on ne fait pas la politique pour faire des chaos. Je vous remercie. Professeur Franck va clôturer la conférence. Bon, nous disons au nom du préfet, on pêchait. Merci à M. Freddy
un grand africaniste, un grand visionnaire. Et voilà, nous sommes parmi les communautés les plus démocratiques. Chez nous-mêmes, dans nos restaurants, même dans la salle de classe, il y a toujours ce débat houlé. Je crois que ce débat, c'est dans notre sang ici au lycée Saint-Germain. Et je ne crois pas que cela vous a froissé. Vous êtes l'habitué de ces grands débats. Et surtout aux enfants, je crois dans le cours de philosophie, même en religion, nous vous demandons d'être vous-même les artisans de votre destin. Puisque nous sommes avec les Occidentaux depuis 1885, jusqu'à aujourd'hui avec tous nos minéraux, le Congo reste toujours à la queue leu des autres nations. Le temps est venu que nous les Congolais, et je prends le mot de Tiyembe Moïla, d'oser inventer l'avenir. L'avenir congolais dépend des Congolais, ne dépend pas de la communauté internationale. Nous pouvons avoir nos divergences d'opinion, mais nous avons un seul socle, c'est la RDC. En tout cas, au nom du préfet et tous les collègues professeurs et des élèves, nous vous disons grand merci. Congo na biso Congo ka on se ta ya libanda